5 000. Chaque mois, ils sont 5 000 Érythréens à quitter leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure, selon l'ONU, pour bien souvent atterrir dans un camp de réfugiés éthiopiens ou une prison libyenne. Aujourd'hui, on revient sur l'une des pires dictatures de notre époque. Ce pays, on en parle extrêmement peu, et pour cause, c'est l'un des plus fermés au monde. En 2021, il était dernier au classement de la liberté de la presse, l'un des seuls régimes proprement totalitaires existant encore, avec la Corée du Nord et le Turkménistan. Comment a-t-il sombré dans la dictature? À quoi ressemble aujourd'hui la vie des Érythréens? On en parle dans cette vidéo. Et on va commencer avec des éléments d'histoire. À la fin du 19e siècle, le commerce avec l'Italie est prospère. Les Italiens achètent la baie d'Assab au sultan local en 1869 et étendent peu à peu leur influence dans la région, fondant en 1890 la Colonia Eritrea. Cette expansion connaît un coup d'arrêt en 1896 quand les Italiens sont défaits par les troupes éthiopiennes à Adoua. Les Italiens demeurent donc dans ce territoire qu'ils ont eux-mêmes nommé Érythrée. En un sens, la notion géographique d'Érythrée est le fruit d'une invention italienne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie, défaite, doit abandonner son empire et ses prétentions coloniales sur l'Érythrée. En 1952, l'ONU décide de fédérer l'Érythrée à l'Éthiopie. Et sous le commandement de l'empereur Haïlé Sélassié Ier, l'Éthiopie annexe l'Érythrée 10 ans plus tard, en 1962. S'il donne quelques droits démocratiques et une relative autonomie à son voisin, le Négus viole la plupart de ses droits. Rapidement, le drapeau de l'Érythrée est supprimé, la langue officielle interdite, la presse muselée et les partis politiques interdits. C'est le début de la guerre d'indépendance. À la fin des années 70, le Front populaire de libération de l'Érythrée, emmené par Isaias Afwerki, se bat sans relâche pour obtenir l'indépendance. Cette guerre, l'une des plus longues de l'histoire du continent africain, fera des centaines de milliers de victimes. La liberté, les Érythréens l'ont acquise au prix fort pendant la guerre d'indépendance qui a duré 30 ans. Et le peuple érythréen, meurtri et épuisé, ayant tout sacrifié pour cet idéal de liberté, gagne la guerre en 1991 et obtient officiellement son indépendance en 1993. Fervent admirateur de Mao, Isaias Afwerki a suivi une formation militaire à l'université de Nankin en 1966. En 1993, il devient président. Les premières années sont calmes, mais en 1995, des affrontements opposent le nouvel État érythréen avec le Yémen, et en 1998, une nouvelle guerre éclate avec l'Éthiopie. 100 000 victimes plus tard, en 2000, l'ONU met fin à la guerre en déployant des casques bleus sur le terrain. Une guerre aussi sanglante et tragique qu'inutile, car les frontières de 1998 n'ont pratiquement pas bougé. 2001 est un tournant majeur, symbole de la radicalisation autocratique d'Isaias Afwerki. Il institue un service militaire dont la durée est indéterminée. En moyenne, les Érythréens passent 6 ans et demi à se faire laver le cerveau et subir des séquelles physiques durant ce service. Propagande et violence rythment la vie des jeunes Érythréens, alors que la torture et le viol sont monnaie courante dans ces camps. Et c'est d'ailleurs à cette époque que de nombreux Érythréens émigrent vers d'autres pays pour éviter le service militaire. How many years do you stay as a military? No time. That's the problem. I don't want the national service because I'm 10 years old in national service, not finished. Huh? I'm hate. I'm working in the night time in taxi, in the daytime in my home sleep. En parallèle, Isaias Afwerki interdit la presse et les médias libres et interdit les religions autres que les églises orthodoxes, luthériennes, catholiques et l'islam. Devant ce tournant autoritaire, un groupe se constitue, le G15, réunissant 15 anciens compagnons de route du chef de l'État. Dans une pétition, ces dissidents réclament des élections ainsi que l'application d'une constitution. Leurs demandes ne sont pas entendues et 11 d'entre eux sont directement emprisonnés. Depuis ce jour, leur sort est toujours inconnu. La même année, des étudiants suivent le modèle du G15 et font entendre leur mécontentement. En guise de réponse, l'université est fermée et les étudiants envoyés dans des camps de travail forcés. Assassinats commandités, emprisonnement, suppression des 7 journaux nationaux, fermeture des frontières, fin du pluralisme politique. Dans l'indifférence internationale, un État totalitaire voit le jour en Afrique. L'oppression y est omniprésente. Les tribunaux, juges et avocats n'existent plus. L'armée choisit qui enfermer, qui torturer, même pour quelques rumeurs ou propos tenus au mauvais endroit au mauvais moment, faisant régner un climat de terreur dans la population. Il n'y a pas de constitution en Érythrée. L'État, c'est Isaias Afwerki. À la sortie des camps militaires, l'armée sélectionne votre métier. L'État gouverne ainsi la vie des Érythréens, faisant du pays l'une des pires dictatures au monde. Sur le bord de la route, à 1 heure d'Asmara, nous tombons sur une scène qui n'était pas au programme. Des hommes assez âgés qui fracassent des rochers à l'aide de masses et de baramines. Oui, mais c'est sans fin. On n'est pas payé, on n'a rien du tout. C'est le service militaire.
Je lui ai dit qu'il y avait un responsable là-bas et qu'il faut qu'il s'adresse à lui. Dis seulement ça, ne rajoute pas autre chose. Sur le plan international, l'Érythrée soutient les insurgés islamistes somaliens proches d'Al-Qaïda, combattant l'invasion de l'armée éthiopienne en Somalie. En 2008, un différend territorial oppose également l'Érythrée à Djibouti sur sa frontière sud. Les Nations Unies sanctionnent lourdement l'Érythrée à 2 reprises, en 2009 et 2011. Les sanctions prévoient un gel des actifs financiers du pays et un embargo sur les armes. 2013 est également une année critique pour la population érythréenne. Devant la situation politique, économique et sociale catastrophique dans laquelle sombre le pays, des membres de l'armée tentent un coup d'État au Forto, l'ancien fort colonial italien où se trouve la radio-télévision d'État et le ministère de l'Information. Ils réclament l'application d'une constitution et la libération des prisonniers politiques. Mais le putsch échoue. Cet épisode conduit le chef d'État à se constituer une garde prétorienne. Cette milice présidentielle est réputée pour sa violence, ses pillages, ses exécutions sommaires et ses viols. Ces méthodes de répression brutales et sanguinaires font régner une terreur croissante. Après 2 ans d'enquête, Mike Smith présente aujourd'hui ses conclusions. C'est un coup de tonnerre diplomatique. Le gouvernement érythréen a commis des crimes contre l'humanité. Esclavage, emprisonnement, disparition forcée, torture, persécution, viol et meurtre ont été perpétrés de façon massive et systématique à l'encontre de la population civile depuis 1991. En 2016, le phénomène climatique El Niño renforce la sécheresse en Afrique de l'Est. Le niveau de production agricole s'effondre et plonge l'Érythrée dans une crise alimentaire. En 2021, l'Érythrée est classée 176 sur 191 à l'indice du développement humain. Et en 2022, il est l'un des 5 pays à voter contre une résolution de l'ONU exigeant le retrait des troupes russes d'Ukraine, avec la Russie, le Bélarus, la Syrie et la Corée du Nord. Parlons justement de la comparaison qui revient souvent avec la Corée du Nord, valant à l'Érythrée le surnom de Corée du Nord africaine. Si ces points communs avec l'État d'Asie orientale sont nombreux, des différences importantes méritent d'être soulignées. Premièrement, le pays a récemment tenté de redorer son image. En 2016, il ouvrait pour la première fois ses portes à des journalistes de France 24. En 2018, la paix avec l'Éthiopie s'accompagnait de l'abandon des sanctions de l'ONU. Deuxièmement, contrairement à la Corée du Nord, l'armée dispose de moyens très faibles et ne peut garantir l'herméticité des frontières. Aujourd'hui, la diaspora érythréenne représente 15% de la population du pays. Et en Europe, les Érythréens sont la 2e population de réfugiés la plus présente, derrière les Syriens. On est 11 à dormir ici. Ils ont à peine 20 ans. Témoigne ta visage masqué car ils ont peur pour leur famille. Restez au pays. Ensuite, le pays reste ouvert aux multinationales. La situation humanitaire désastreuse n'empêche pas des entreprises d'exploiter les ressources du pays avec l'aval du pouvoir. La compagnie minière canadienne Nevsun Resources, qui détient 60% de la mine Bisha, a notamment estimé les ressources en oxyde d'or à 9,3 millions de tonnes. L'entreprise Total est également présente en Érythrée depuis 1994, derrière le Libyen Tamoil. La Chine et l'Australie investissent aussi massivement dans l'exploitation des ressources du pays. Première aux yeux de beaucoup au classement des pires dictatures du monde, le régime totalitaire érythréen semble pourtant peu émouvoir la communauté internationale et n'empêche aucunement les multinationales de profiter de la manne qu'offrent les travailleurs réduits à l'esclavage. En enrichissant les élites, les FTN rendent ainsi le modèle totalitaire viable et contribuent indirectement à pérenniser le joug sanglant, pesant sur une population abandonnée.